Aimez, abonnez-vous, cliquez sur la cloche. Bonjour à tous, bonsoir à tous, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Et bienvenue à tous ceux qui nous découvrent pour une première fois. Sur cette chaîne, nous vous proposons nos analyses sur les faits d'actualité internationale, mais surtout liés à l'Afrique et aux Africains. Nous vous disons toujours que nos analyses ne sont pas une parole d'évangile qui ne nous laisse pas le choix sinon que de l'accepter, mais nos analyses sont ouvertes au débat, au choc des idées, car du choc des idées jaillit la lumière. Voilà pourquoi nous respectons les avis contraires aux nôtres, car nous ne vivons pas une vie à sens unique du point de vue des opinions. Soyez donc les bienvenus, chers contradicteurs. Nous ne vous barrerons jamais la route. Soyez donc libres de mettre vos avis contraires dans les commentaires, en restant bien sûr courtois envers nous qui vous accordons notre espace. Dans cette vidéo, je vous propose mon analyse sur la part des responsabilités des forces vives pour la nation dans les événements du 28 septembre 2009, dont le procès se tient depuis le 28 septembre 2022, soit 13 ans après, à Conakry, Guinée. Pour l'histoire, en 1990, le diplômé en droit, Dadis Camara, s'est enrôlé dans l'armée. Il reçoit le grade de caporal et a finalement été nommé chef de carburant dans une base militaire de Kindia. Après une mission de maintien de la paix en Sierra Leone en 2001, il participe à une formation en Allemagne, une formation de 18 mois. Une formation de 18 mois en Allemagne. Et en 2007, il organise une mutinerie et est promis au grade de capitaine, puis directeur des approvisionnements en carburant de l'armée guinéenne en 2008. Après la mort du président Lansana Conté en décembre 2008, Dadis Camara devient président sous la houlette du Conseil national pour la démocratie et le développement, en sigle CNDD, pour diriger le pays. Dadis Camara voit sa popularité exploser en 2009 après plusieurs répressions publiques contre le trafic de drogue dans le pays. Plusieurs dirigeants de réseaux de trafiquants ont été interrogés en direct à la télévision par lui. En voyant cette popularité monter et en compagnie de certains caciques du CNDD qui ont pris le goût du pouvoir, Dadis Camara annonce qu'il pourrait ôter sa tenue militaire pour se présenter aux élections présidentielles alors qu'il avait promis remettre le pouvoir aux civils après la transition. Ce qui ne laisse pas la classe politique indifférente. Elle se soude les coudes pour former un bloc, pour former les forces vives de la nation opposées à une potentielle candidature du capitaine Moussa Dadis Camara. Une marche de contestation est minutieusement préparée pour une manifestation prévue le 28 septembre, jour de l'indépendance. Dadis Camara tente de dissuader les forces vives pour la nation, mais les partis civils en jeu, c'est ainsi que l'imam Eladj Ibrahim Abba et Monseigneur Gomez vont faire leur entrée dans cet épisode pour mener la médiation entre les deux camps. Les forces vives pour la nation veulent coûte que coûte organiser leur manifestation pour ne pas laisser Dadis Camara penser que tout lui est permis. Des tractations se font entre les médiateurs et les deux camps et lors d'une de ces réunions, Dadis Camara dit clairement qu'il enverrait des troupes pour aller disperser les manifestants au cas où la manifestation serait organisée. Le 27 septembre 2009, soit la veille de la marche de protestation, Dadis Camara appelle au téléphone l'organisateur de la manifestation à une heure tardive, mais les deux ne s'entendent pas du tout. Le leader appelé lui fait savoir qu'il serait impossible d'appeler tous les leaders concernés pour annuler cette manifestation. Le lendemain, la manifestation a lieu et les représailles aussi. Plus de 150 personnes sont tués selon certaines sources et plus de 300 selon d'autres sources. Plusieurs autres centaines de femmes sont violées et d'autres hommes et femmes blessés. La question que nous nous posons est de savoir quelle serait la part de responsabilité des forces vives pour la nation dans cette tuerie.
En effet, même si les leaders se disent victimes car leur manifestation pacifique a été réprimée, pourtant ils avaient bien averti parce que il faut savoir que dans la démocratie, on ne demande pas la permission pour une marche, mais on informe les autorités. Les autorités étaient donc informées. Donc nous disons que même si les leaders se disent victimes car leur manifestation pacifique programmée a été réprimée, n'aurait-il pas une part de responsabilité pour autant dans tout cela? Nous avons tous connu Dadis et nous l'avons connu avec un son très chaud. Il a promis envoyer des troupes pour empêcher la manifestation. Bien-aimés, chers amis, c'est bien pour empêcher et non pour encadrer. Alors ces tueries se seraient-elles passées? Ces tueries seraient-elles arrivées si les leaders connaissant le sang chaud de Dadis Camara l'avaient prise au sérieux? Nous savons que les régimes militaires africains ont souvent fait couler du sang. Les régimes militaires africains boivent du sang. N'aurait-il pas évité d'affronter Dadis ce jour-là et voir dans la mesure du possible comment apaiser la tension de Dadis avant de faire leur marche? Et les médiateurs, connaissant bien le dictateur Dadis Camara, n'auraient-ils pas mieux fait de dissuader les gens dans les églises et dans les mosquées de ne pas aller au stade? Ni les leaders, ni les médiateurs, personne n'avait-il eu le pressentiment d'un bain de sang? Pourquoi sont-ils appelés hommes de Dieu s'ils sont hommes de Dieu? En tout cas, les leaders ont reçu une somme d'argent pour réparation des dommages leur causés, mais les victimes sont encore là à attendre. Et si cela était à refaire, quelle serait la position des leaders? Quelle serait la position des forces vives pour la nation? Que pensez-vous donc de ces massacres? Pensez-vous que les médiateurs ou encore la partie civile ou encore les forces vives pour la nation ont une part de responsabilité? Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de bien vouloir laisser vos likes, de partager dans vos groupes et pages et surtout de laisser vos commentaires car vos commentaires nous inspirent pour les vidéos futures. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao. Aimez, abonnez-vous, cliquez sur la cloche. Merci, merci, merci. Merci, chers amis, merci, chers tous, pour les 4000 heures de visionnage. Merci. Je ne peux que vous dire merci. Oui, vous le méritez. Merci et merci encore. Vous l'avez fait. Oui, vous l'avez fait. Je ne peux que vous dire un grand merci. Le 4 février, je prenais l'engagement de commencer à poster sur cette chaîne que j'avais créée quelques temps avant. Toutes les vidéos que j'y avais étaient en mode privé. Oui, c'est le 4 février 2023 que je me suis dit d'ouvrir ma bouche pour commencer à dénoncer les injustices qui se passent à gauche et à droite. Je m'étais à ce jour fixé deux objectifs. Premièrement, atteindre 1000 abonnés au 30 avril 2023 et deuxièmement, atteindre 4000 heures de visionnage au 30 juin 2023. Cependant, aujourd'hui, 26 février, je suis à 1700 abonnés et 5800 heures de visionnage. J'ai donc atteint mes objectifs de 6 mois en 3 semaines avec une audience de 75 pays et 143 villes. Et tout cela grâce à vous, grâce à vos abonnements et à vos partages. Je voudrais donc vous dire un grand merci de tout mon cœur. Je voudrais dire merci à tous ceux qui ne sont pas abonnés, mais qui suivent nos vidéos. Je vous dis un grand merci car vous avez beaucoup participé pour les 5800 heures de visionnage. Mes sincères remerciements. Si vous pouvez vous abonner, vous verrez comment cette communauté sera encore beaucoup plus grande et beaucoup plus forte. Maintenant, il nous faut un nouvel objectif. Notre objectif d'aujourd'hui,
c'est atteindre 10 000 abonnés d'ici le 30 juin 2023. Et je crois que nous pouvons le faire. Oui, vous pouvez le faire. Alors, on lance la course à la montre, tout en vous disant une fois de plus grand merci. Pour l'instant, je vous dis à très bientôt. Ciao!